En rentrant chez moi après un immense repas de famille pour Pâques près de Nice quand j'avais 16 ans, j'ai eu un terrible accident de voiture sur l'autoroute A8. Le médecin a dit que j'avais besoin d'une opération d'urgence dans l'heure, sinon je ne survivrais pas. Ma mère et ma petite sœur étaient dans un spa de luxe à Cannes cet après-midi-là. Quand l'hôpital l'a mise sur haut-parleur, les mots exacts de ma mère ont été « Si elle ne s'en sort pas, prévenez-moi plus tard. Nous sommes au beau milieu d'un soin et je ne signerai rien pour le moment. Je m'appelle Solène Carpentier et j'ai 21 ans aujourd'hui. 18 jours plus tard, quand j'ai enfin ouvert les yeux, l'affiche au pied de mon lit avait été discrètement mise à jour. Elle n'indiquait plus ma mère comme tutrice légale. Le nom de quelqu'un d'autre y figurait à la place. Et ce nouveau tuteur était. Si vous avez déjà vu les personnes censées vous aimer le plus vous tourner le dos à la seconde où vous aviez besoin d'elles, écrivez « Je l'ai vu » dans les commentaires pour que je sache que je ne suis pas la seule. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous voulez savoir exactement qui a pris le relais quand ma propre mère s'est éloignée, car l'histoire ne fait que devenir plus folle à partir d'ici. Laissez-moi vous ramener au début de tout. J'ai grandi dans une grande maison blanche à Antibes. Mon père est mort d'une leucémie quand j'avais 6 ans. Une semaine, il m'apprenait à faire du vélo dans l'allée, la suivante, il était parti. Après les funérailles, la seule personne qui continuait à venir chaque week-end était le père de ma mère, Gérard Mercier. Tout le monde dans la région le connaissait comme l'ancien commissaire de police qui n'avait jamais vraiment pris sa retraite. Il avait juste troqué son insigne contre une canne à pêche et un fauteuil en osier sur sa terrasse. Il arrivait dans son vieux 4x4 Land Rover, m'apportait du poisson frais du marché de Villefranche, et me laissait m'asseoir à l'avant pendant qu'il racontait des histoires de course-poursuite sur les routes de l'arrière-pays. Pour moi, ce n'était pas Papy Gérard. C'était simplement Papy, le seul adulte qui n'annulait jamais. Ma mère, Ariane, a fait son deuil pendant environ 1 an. Puis, elle a rencontré Guillaume Leroux lors d'un gala de charité à Monaco. Guillaume possédait la moitié des nouvelles constructions d'immobilière sur la côte et conduisait une Range Rover noire qui sentait toujours le cuir neuf. 2 ans plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie sur la plage dont je me souviens à peine. 9 mois après, Chloé est arrivée, blonde, bruyante et instantanément le centre de l'univers. Soudain, la maison a eu une chambre de bébé, une nounou et un tout nouvel ensemble de règles. Ma chambre a été déplacée au coin arrière au-dessus du garage pour que Chloé puisse avoir la grande chambre avec balcon. Mes trophées de football ont disparu dans des cartons. Ma mère a commencé à me présenter comme sa fille aînée au lieu de m'appeler par mon prénom, comme si j'étais une figurante dans la photo de famille de quelqu'un d'autre. À mes 14 ans, j'étais devenue pratiquement invisible. Guillaume payait pour tout, mais il ne me regardait jamais sauf si j'étais sur son chemin. Chloé avait de nouveaux vêtements à chaque saison. Je récupérais les uniformes usagés de l'école privée que je ne fréquentais même pas. Le seul endroit où je me sentais encore désirée était la petite maison en briques de Papy à Cagnes-sur-Mer, à 20 minutes de là. Il gardait mon vieux vélo dans son garage, le congélateur rempli de glace, et ne demandait jamais pourquoi je passais chaque week-end libre là-bas. Le week-end de Pâques de mes 16 ans devait être différent. Papy organisait son barbecue annuel. 3 longues tables sous les pins parasols, des fruits de mer, des œufs mimosa, du thé glacé maison. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années étaient venus. Il y avait de la musique, des enfants couraient partout, l'odeur du charbon de bois dans l'air. Je portais la robe d'été jaune pâle que Papy m'avait achetée le mois précédent parce qu'il disait qu'elle allait bien avec mes yeux. Pendant quelques heures, c'était presque comme au bon vieux temps, comme si j'avais encore ma place quelque part. Puis j'ai surpris ma mère au téléphone près de la table des desserts. Elle riait, disant à quelqu'un qu'elle et Chloé avaient réservé une journée spa-mère-fille le lendemain matin. Soins du visage, massage, la totale. Et après ça, elle s'envolait pour les Maldives pour les vacances de printemps, juste tous les 3, elle, Guillaume et Chloé. Mon nom a été mentionné. Je suis restée là, tenant une assiette de dessert, sentant le froid m'envahir. J'ai dit à Papy que j'avais mal à la tête et que je devais rentrer tôt. Il a essayé de discuter, je voyais bien qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais je voulais juste partir. Il m'a tendu les clés de la Peugeot 206 décapotable qu'il m'avait aidé à acheter avec mon argent de job d'été. Conduis prudemment, ma puce. Envoie-moi un message quand tu arrives.
J'ai promis que je le ferais. Il commençait déjà à faire nuit quand je me suis engagée sur la 8 vers l'ouest. Un orage de printemps est arrivé vite, comme ils le font souvent sur la Côte d'Azur. Le ciel est devenu vert, la pluie tombait des cordes. Les essuie-glaces allaient à toute vitesse mais perdaient la bataille. La circulation a ralenti. J'avais mis la radio fort pour rester éveillé. Une vieille chanson de variété française que papy adorait. Les phares se brouillaient en traînées blanches et rouges. Je n'ai jamais vu le semi-remorque avant qu'il ne soit trop tard. Le conducteur a fait de l'aquaplaning, s'est mis en portefeuille sur 3 voies et a percuté le côté conducteur de ma voiture à au moins 90 km/h. Le métal a hurlé. Le verre a explosé. Le monde a tourné 2 fois, le toit s'effondrant avant de glisser finalement pour s'arrêter à l'envers contre la glissière de sécurité. Je me souviens de la ceinture de sécurité me sciant l'épaule, du goût du sang, du silence soudain après le crash, et puis plus rien du tout. Quelque part au loin, des sirènes ont commencé à hurler vers moi. Les urgences du CHU de Nice étaient un pur chaos. Les médecins criaient des codes. Les moniteurs hurlaient. Quelqu'un réclamait sans cesse plus de sang au négatif. Ils m'ont emmené directement en salle de déchocage. Mes vêtements ont été découpés en quelques secondes. Des aiguilles dans les 2 bras, des tubes dans la gorge. Un chirurgien en blouse tachée de sang s'est penché sur moi et a dit que mon bassin était brisé, ma rate éclatée, que je saignais à l'intérieur du crâne et que j'avais moins d'1 heure avant que les dégâts ne soient irréversibles. Ils avaient besoin du consentement parental pour m'emmener au bloc tout de suite. Une infirmière aux yeux doux a tenu mon téléphone, a fait défiler jusqu'à « maman » et a lancé un appel vidéo. L'appel s'est connecté à la 3e sonnerie. J'ai entendu de la musique de spa et le bourdonnement des fauteuils de massage. Le visage de ma mère est apparu, masque en tissu encore sur le visage, rondelle de concombre sur les yeux. Chloé était étalée sur la table à côté d'elle, écouteurs dans les oreilles, faisant défiler TikTok. Madame Leroux, ici l'infirmière Alvarez des urgences du CHU, a dit l'infirmière, orientant la caméra pour qu'Ariane puisse voir mon visage couvert de sang et le tube du respirateur. Votre fille a eu un grave accident. Ces blessures mettent sa vie en danger et elle nécessite une chirurgie immédiate. Nous avons besoin d'un consentement verbal maintenant ou elle pourrait ne pas survivre à la prochaine heure. Ariane a décollé une rondelle de concombre et a plissé les yeux vers l'écran. Chloé a retiré un écouteur et s'est penchée pour regarder. Le médecin est intervenu. Madame, nous parlons de multiples fractures, d'une hémorragie interne, d'un possible édème cérébral. Nous devons l'opérer immédiatement. Ariane a soupiré comme si on venait de lui demander de déplacer sa voiture. Si elle ne s'en sort pas, appelez-moi juste quand c'est fini, a-t-elle dit d'une voix plate. Nous sommes au milieu d'un soin et je ne vais pas conduire jusqu'au centre-ville pour signer des papiers maintenant. Chloé a lâché un petit rire sec, a couvert sa bouche, puis a fait une capture d'écran de mon visage tuméfié sur le brancard. J'ai vu ses pouces voler sur l'écran. Plus tard, j'apprendrai que la légende qu'elle a envoyée à son groupe de discussion était « Enfin un peu de paix ». La main de l'infirmière tremblait en tenant le téléphone. Un médecin derrière elle a murmuré « Mon Dieu ». Quelqu'un d'autre a chuchoté « Enregistrez ça ». L'infirmière a réessayé. « Madame, c'est une obligation légale pour une mineure. »« Je vous ai entendu » a coupé Ariane. « Appelez mon père, Gérard Mercier. Il s'en occupera. Nous avons payé pour une journée complète ici. » Elle a raccroché. L'équipe de trauma fixait l'écran noir. Un interne avait l'air prêt à jeter le téléphone à travers la pièce. Ils ont fait défiler jusqu'au prochain contact d'urgence, papy. Son vieux 4x4 était déjà sur la route quand l'hôpital l'a joint. Il était assis sur sa terrasse en train de nettoyer du poisson pour le souper du lendemain. À la seconde où il a entendu Solène et état critique, il a tout lâché et a foncé à travers le pont du Var, portant encore ses bottes en caoutchouc et un tablier taché de sang de poisson. La pluie martelait le pare-brise. Les éclairs illuminaient le ciel. Il a fait le trajet de 25 minutes en 16. Il a franchi les portes des urgences trempées jusqu'aux os, son insigne d'il y a 30 ans toujours accroché à sa ceinture par habitude. L'infirmière chef a jeté un coup d'œil au commissaire retraité et lui a fait signe de passer directement.
Il a signé tous les formulaires de consentement qu'ils lui ont mis sous le nez sans lire une seule ligne, la main tremblant tellement que le stylo griffait le papier. Ils l'ont laissé entrer dans le box juste assez longtemps pour me voir, des tubes partout, le visage enflé au point d'être méconnaissable. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté la même chose qu'il disait quand je faisais des cauchemars petite. Je suis là, ma puce. Papy est juste là. Puis ils m'ont précipité en chirurgie. Il a tiré une chaise en métal près de la vitre à l'extérieur du bloc opératoire et s'est assis. Il n'a pas bougé pendant les 9 heures suivantes. Pas quand les infirmières ont offert du café. Pas quand la salle d'attente s'est vidée. Pas quand l'orage dehors a coupé le courant pendant 12 minutes et que les générateurs de secours se sont enclenchés. Quand ils m'ont finalement emmené en soins intensifs juste avant l'aube, il a suivi le lit, tenant toujours la même main froide qui était devenue inerte des heures plus tôt. Les 18 jours suivants sont devenus les plus longs de la vie de papy. Les soins intensifs sentaient l'antiseptique et la peur. Les machines sifflaient et bipaient à un rythme qui ne laissait personne oublier à quel point la ligne était mince. Papy a revendiqué le fauteuil inclinable à côté de mon lit et a refusé de partir. Les infirmières ont essayé de le renvoyer chez lui la première nuit. Il leur a juste montré le vieil insigne toujours dans son portefeuille et a dit « Je ne vais nulle part ». Après ça, personne n'a discuté. Il dormait par tranches de 30 minutes, la tête en arrière, la bouche ouverte, botte toujours aux pieds. Quand il se réveillait, il me parlait sans arrêt, voix basse, pour que les moniteurs ne le couvrent pas. Il me racontait la nuit où je suis née, comment il m'avait tenu en premier parce que ma mère était trop épuisée. Il racontait à nouveau l'histoire de l'été de mes 8 ans où nous avions attrapé un gros poisson depuis la jetée, comment j'avais crié jusqu'à ce qu'il me laisse le remonter moi-même. Il lisait à haute voix son exemplaire usé de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qu'il gardait dans la voiture, en faisant toutes les voix. Certains soirs, il fredonnait juste le vieux cantique que sa propre mère chantait quand il était petit, celui qui m'endormait toujours sur son canapé. Les médecins allaient et venaient. Un matin, le neurologue a dit que l'édème dans mon cerveau diminuait. Un autre après-midi, le chirurgien orthopédiste a prévenu que le bassin pourrait ne jamais guérir droit. Papy écoutait, hochait la tête, posait des questions assez pointues pour faire transpirer les internes, puis retournait tenir ma main comme si de rien n'était. Au 16e jour, les chiffres ont enfin commencé à bouger dans le bon sens. Ma tension artérielle s'est stabilisée. Les réglages du respirateur ont baissé. Une infirmière a surpris papy en train de sourire pour la première fois en 2 semaines. Ce même après-midi, alors qu'il se penchait près de moi, chuchotant que les poissons mordaient et qu'on irait pêcher à la minute où je me réveillerais, un grand homme en costume bleu marine est apparu à la porte vitrée. Maître Dumont avait travaillé sur des affaires avec papy il y a 25 ans. Il jouait encore au poker une fois par mois. Papy a levé les yeux, a vu le dossier dans la main de Dumont et a fait un lent signe de tête. Pas besoin de mots. Dumont a quitté l'hôpital, est monté dans sa berline grise et a conduit directement à Antibes. Il connaissait l'adresse par cœur. Ariane et Chloé étaient dans le hall, entourés de bagages de marque. 2 valises roses assorties trônaient près de la porte, étiquette déjà attachée pour une croisière de cette nuit en Méditerranée, partant du port le lendemain matin. Guillaume était à l'étage en appel professionnel. Chloé se filmait en train de tournoyer dans une nouvelle robe d'été pour Instagram. Ariane vérifiait les passeports. La sonnette a retenti. Dumont s'est présenté, a remis l'épaisse enveloppe et a attendu pendant qu'Ariane l'ouvrait brutalement. À l'intérieur se trouvaient 2 liasses de papier. Une requête d'urgence pour déchéance de l'autorité parentale pour négligence médicale sur mineur, et une poursuite civile déposée par l'hôpital pour frais extraordinaires de sauvetage plus dommages et intérêts, les 2 nommant Ariane Leroux, parce que Chloé avait 14 ans et avait participé activement au refus, elle aussi était citée. Le visage d'Ariane est devenu blanc sous son bronzage artificiel. Chloé a arrêté d'enregistrer en plein tournoiement. Vous avez 72 heures pour répondre, a dit Dumont d'une voix calme. Après cela, le juge a déjà accepté une audience d'urgence. Ariane a commencé à crier à propos d'avocats, d'erreurs et de comment on osait remettre en question son éducation. Chloé a éclaté en sanglots dramatiques, prétendant qu'elle ne pensait rien de mal avec ses messages. Dumont s'est simplement tourné et est retourné à sa voiture. À l'intérieur de la maison, Ariane a glissé le long du mur,
serrant les papiers, le mascara faisant des rivières noires sur ses joues. Chloé continuait de hurler que cela allait gâcher ses vacances. Guillaume est descendu, a jeté un coup d'œil aux documents et a blêmi. De retour à l'hôpital, Papy n'a jamais mentionné le visiteur. Il a juste continué à tenir ma main, fredonnant ce même vieux cantique, attendant le jour où mes yeux s'ouvriraient. 2 jours plus tard, j'ai ouvert les yeux pour la première fois. Tout faisait mal. Ma bouche avait un goût de métal et de plastique. Les machines bipaient encore, mais plus doucement maintenant. Le premier visage que j'ai vu était celui de Papy, mal rasé, les yeux cernés de rouge, souriant si largement que je pensais que ses joues allaient se fendre. « Hey, ma puce » a-t-il chuchoté, la voix brisée. Bon retour parmi nous. J'ai essayé de parler. Rien n'est sorti à part un râle. Il a appuyé sur le bouton d'appel, puis a soulevé l'ardoise au pied du lit pour que je puisse la lire. Au marqueur noir, en grosses lettres grasses, tuteur légal, Gérard Mercier. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Des larmes ont coulé sur mes tempes jusque dans mes oreilles. Il les a essuyées avec un pouce qui sentait encore légèrement la crevette et l'air salin. Au cours des heures suivantes, entre les infirmières vérifiant mes constantes et les médecins braquant des lumières dans mes yeux, il m'a tout raconté. L'appel vidéo, les mots exacts de ma mère. La capture d'écran de Chloé. Les papiers servis pendant que j'étais inconsciente. Il n'a rien édulcoré. Il ne l'avait jamais fait. J'ai pleuré à nouveau, plus fort cette fois. Pas de douleur, mais d'un soulagement si profond que cela ressemblait à une noyade inversée. 3 semaines plus tard, ils m'ont laissé rentrer à la maison. Pas à Antibes, mais dans la petite maison grise de Papy à Cagnes-sur-Mer. L'air marin a frappé mes poumons à la seconde où il m'a porté au-dessus du seuil. Ma nouvelle chambre était son ancienne pièce de pêche. Il avait peint les murs en bleu pâle et accroché les mêmes carillons que nous avions fabriqués quand j'avais 9 ans. De la fenêtre, je pouvais voir la mer rouler, régulière et infinie. La kinésithérapie a commencé le lundi suivant. J'ai appris à m'asseoir, puis à me tenir debout, puis à traîner les pieds derrière un déambulateur pendant que Papy me surveillait comme si j'avais à nouveau 2 ans. Il cuisinait du poisson écrasé et de la purée tous les soirs parce que c'était assez mou pour ma mâchoire bloquée. Nous regardions le coucher du soleil depuis la balancelle, son bras autour de mes épaules. Aucun de nous n'avait besoin de combler le silence. Un après-midi, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'écran affichait « Maman ». Je l'ai fixé pendant 10 sonneries. Papy regardait depuis l'encadrement de la porte, sans rien dire. J'ai appuyé sur « Refuser », posé le téléphone face contre terre et suis retourné sur la terrasse. Ce fut la seule fois où elle a essayé. De l'autre côté de la ville, Guillaume a demandé le divorce la même semaine. Son entreprise venait de décrocher un énorme contrat public. La dernière chose dont il avait besoin était des gros titres sur un abandon d'enfants liés à son nom. Il a déménagé de la maison d'Antibes avant que l'encre ne soit sèche, ne prenant que ses vêtements et ses clubs de golf. Chloé a pété les plombs sur les réseaux sociaux pendant environ 3 jours, puis est devenue muette quand les lycées ont commencé à retirer leurs offres d'inscription. Papy n'en parlait jamais sauf si je demandais. Quand je le faisais, il répondait franchement. Elles ont fait leur choix, Solène. Maintenant, nous faisons le nôtre. Certaines nuits, la douleur me réveillait en hurlant. Il entrait en traînant les pieds, portant son vieux survêtement de la police, s'asseyait au bord du lit et tenait ma main jusqu'à ce que les médicaments fassent effet. D'autres nuits, je me réveillais au son de ses prières à voix haute dans le salon, la voix rauque, demandant à Dieu de lui donner assez d'années pour me voir entière à nouveau. Au moment où les points de suture ont été retirés et les plâtres remplacés par des attelles, je pouvais marcher le long de la jetée sans m'arrêter. Papy a acheté 2 cannes et un soda-pas. Nous nous asseyons au bout, là où l'eau devient vert foncé, les lignes dans l'eau n'attrapant pas grand-chose mais sans s'en soucier. Le soleil a brûlé les derniers vestiges de l'odeur d'hôpital sur ma peau. J'ai regardé l'horizon un soir, le vent fouettant mes cheveux sur mon visage, et j'ai réalisé que je n'attendais plus rien. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de seconde chance. Je n'ai jamais voulu en donner. L'océan continuait juste de bouger, comme toujours. Quelques mois plus tard, le jour de l'audience préliminaire est arrivé. Le palais de justice de Nice sentait le vieux bois et la cire.
Je suis entrée avec des béquilles, papy d'un côté, Dumont de l'autre. Ma mère était assise à la table de la défense dans un tailleur bleu marine de taille trop grand, les yeux bouffis, sans maquillage. Chloé était affalée à côté d'elle dans un blazer d'école privée, fixant le sol. La juge était une femme aux cheveux gris acier et à la patience nulle. Elle a ajusté ses lunettes et a demandé au greffier de lancer l'enregistrement. L'appel vidéo a joué sur le grand écran. Mon corps brisé sur le brancard. La musique de Spa en fond. La voix claire et froide de ma mère, si elle ne s'en sort pas, appelez-moi juste quand c'est fini. Le rire de Chloé. La capture d'écran de mon visage ensanglanté avec sa légende en dessous. La salle d'audience est devenue silencieuse comme la mort. Un juré au fond a littéralement halté. Dumont a posé les relevés téléphoniques sur le banc ensuite. Chloé avait transféré la photo à 7 groupes de discussion différents en 4 minutes. Un message disait « Une personne de moins pour gâcher mes vacances ». Le stylo de la juge s'est arrêté de bouger. Elle a regardé ma mère pendant un long moment difficile. Madame Leroux, a-t-elle dit, une voix glaciale, en 23 ans à ce siège, je n'ai jamais entendu un parent parler de son enfant de cette façon. Alors que cet enfant luttait pour sa vie. La garde totale temporaire est immédiatement transférée à Gérard Mercier, effectif dès aujourd'hui. Nous vous reverrons ici pour l'audience permanente. Elle a frappé du marteau si fort que le son a résonné sur le marbre. 3 jours plus tard, Ariane a été licenciée de son poste dans une banque régionale. Les vérifications d'antécédents sont obligatoires pour quiconque gère des fonds. La négligence médicale sur mineur est un motif de disqualification automatique. La sécurité l'a escortée dehors avec un carton. L'inscription de Chloé dans un lycée prestigieux a été révoquée la même semaine. Le conseil d'administration a cité une conduite incompatible avec les valeurs de l'établissement. Soudain, l'école privée qu'il adorait a commencé à chuchoter dans son dos. En un mois, la maison d'Antibes a été saisie. Le nom de Guillaume n'était déjà plus sur l'acte de propriété. Il avait tout transféré pour protéger ses actifs. Mère et fille ont emménagé dans un 2 pièces près de la zone industrielle, le genre avec la peinture qui s'écaille. Chloé a perdu sa voiture. Ariane a pris un travail de nuit à remplir les rayons d'une épicerie pour payer le loyer. Pendant ce temps, j'ai commencé une vraie thérapie. 2 fois par semaine, un VSL me prenait pour la rééducation à l'hôpital. J'ai réappris à monter les escaliers, à tenir en équilibre, à faire confiance à mes propres jambes. Papy me conduisait à chaque fois, attendait dans le hall en lisant les mêmes 3 magazines de pêche jusqu'à ce que je sorte en sueur et tremblante. Les jeudis, je voyais une psychologue spécialisée en trauma, le docteur Rivière. Nous nous asseyions dans un petit bureau qui sentait la lavande et parlions des cauchemars, de la rage, du jour où j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais entendre la voix de ma mère. Papy attendait dans le 4x4, fenêtre baissée, radio doucement allumée, sans jamais se plaindre de la chaleur. Certains après-midi, quand la douleur dans mes hanches devenait trop forte, je m'asseyais sur la terrasse arrière et je jetais des morceaux de pain aux mouettes. Papy me rejoignait avec 2 thés glacés, et nous regardions la marée descendre. Il n'a jamais essayé de réparer ma colère. Il m'a juste laissé la ressentir. À la fin de l'été, j'ai pu abandonner les béquilles pour une canne, puis la canne pour rien du tout. Je marchais encore avec une légère boiterie, mais le médecin a dit que la majeure partie s'estomperait avant mon 18e anniversaire. Un soir, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de la jetée et revenir sans m'arrêter. Papy m'a rejointe à mi-chemin portant une couverture et une lampe de poche, même si le soleil n'était pas encore couché. Nous nous sommes assis sur le sable, chaussures enlevées, laissant les vagues lécher nos orteils. J'ai posé ma tête sur son épaule. « Merci d'être resté, ai-je dit. » Il a embrassé le sommet de ma tête. « Il n'y a nulle part ailleurs où je voudrais être, ma puce. » 7 mois après l'accident, le jour du procès final est arrivé. Je suis entrée dans la salle d'audience sans béquille, ni canne, ni boiterie. La cicatrice sur mon front était encore rose, mais ma tête était haute. Papy était assis juste derrière moi dans son costume du dimanche, celui qu'il portait aux funérailles de mon père. Ariane semblait plus petite que dans mes souvenirs, cheveux tirés en arrière, serrant un mouchoir qu'elle n'utilisait jamais. Chloé fixait droit devant elle,
bras croisés si fort que ses jointures étaient blanches. Dumont m'a appelé à la barre en premier. J'ai prêté serment, je me suis assise et j'ai regardé la juge dans les yeux. Dites à la cour ce que ça a fait, a-t-il dit, de savoir que votre mère refusait de venir pendant que vous étiez mourante. J'ai pris une respiration. La salle attendait. J'ai eu l'impression que la dernière partie de moi qui croyait encore que je comptais venait de mourir sur cette table, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai appris en une phrase que j'étais jetable. Et la personne qui l'a dit était la même femme qui me lisait des histoires le soir. Je leur ai parlé du réveil avec le nom de papy sur la ligne du tuteur. De l'unique appel manqué que je n'ai jamais retourné. De chaque nuit où je m'endormais en écoutant la mère au lieu de me demander pourquoi je n'étais pas suffisante. L'avocat d'Ariane a essayé de la peindre comme stressée, dépassée, victime des circonstances. Il a évoqué sa perte d'emploi, la saisie, le divorce. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Quand il a fini, la juge a demandé si j'avais autre chose à dire. Oui, votre honneur, ai-je répondu. Je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas de ses excuses. Je veux juste que ce soit fini. J'ai déjà une famille. La juge n'a pas eu besoin de longtemps. Elle est revenue 20 minutes plus tard. Déchéance permanente de l'autorité parentale pour Ariane Leroux avec effet immédiat. Jugement civil en faveur de la plaignante et de l'hôpital, 450 000 €. La propriété d'Antibes sera vendue aux enchères pour satisfaire la dette. Monsieur Gérard Mercier obtient l'adoption plénière légale. L'affaire est close. Le marteau a claqué comme un coup de pistolet de départ. Dehors dans le couloir, des journalistes criaient des questions. Je les ai tous ignorés, j'ai pris le bras de papy et j'ai marché dans le soleil d'octobre. 3 semaines plus tard, la banque a cadenassé la grande Maison Blanche. Un camion de déménagement est venu pour le peu qu'Ariane et Chloé avaient décidé de garder. Elles ont chargé des cartons dans une vieille berline et ont conduit vers le nord, vers un endroit moins cher, un endroit où personne ne connaissait leur nom. Je n'ai jamais demandé où. Ce même mois, les papiers d'adoption sont arrivés par la poste. J'ai signé Solène Mercier pour la première fois et j'ai pleuré plus fort que le jour où je me suis réveillée du coma. Papy a encadré le certificat au-dessus de la cheminée, juste à côté de la vieille photo de service de mon père. J'ai commencé ma terminale dans un nouveau lycée à 10 minutes de Cagnes-sur-Mer, petite classe, professeur qui se souciait vraiment, personne qui connaissait l'histoire à moins que je ne la raconte. J'ai eu les félicitations à chaque trimestre et j'ai été acceptée à l'université de Nice, assez près pour rentrer à la maison tous les soirs si je le voulais. Le jour de la remise des diplômes est arrivé chaud et venteux. Je portais la toge bleu pâle, de la même couleur que les murs de la chambre que papy avait peint pour moi. Quand ils ont appelé mon nom, toute la classe de terminale s'est levée et a applaudi parce qu'à ce moment-là, tout le monde savait qui m'avait porté jusqu'ici. Papy attendait au bas des marches dans son uniforme de cérémonie, médaille polie, les yeux brillants. J'ai couru vers lui, jeté mes bras autour de son cou et les laissé me soulever du sol comme si je ne pesais toujours rien. 5 ans ont passé depuis ce dimanche de Pâques. J'ai 21 ans maintenant, un diplôme de psychologie au mur, et je travaille comme conseillère en traumatisme familial dans une association juste de l'autre côté de la ville. Chaque jour, je m'assois en face d'adolescents qui croient que personne ne les choisira jamais et je peux leur dire qu'ils ont tort parce que quelqu'un m'a choisi quand les gens qui étaient censés m'aimer le plus sont partis sans se retourner. Papy a eu 77 ans le mois dernier. Il tond toujours la pelouse lui-même, attrape toujours plus de poissons que n'importe quel bateau de plaisance et fait toujours le meilleur poisson grillé de la région. La maison est exactement la même, carillon, balancelle qui chante, cafetière qui grince, toujours à moitié pleine. Ma vieille chambre est toujours bleu pâle. Son ancienne pièce de pêche est toujours une chambre parce qu'aucun de nous ne l'a jamais changée. Nous dînons sur la terrasse la plupart des soirs en regardant la mer. Il m'appelle ma puce exactement une fois par jour, généralement quand il me tend un thé glacé. Je l'appelle toujours papy. Rien d'autre ne sonne juste. Ariane et Chloé ont quitté la région pour de bon il y a 3 ans. Aux dernières nouvelles, elles étaient quelque part vers Lyon, louant un petit appartement sous des noms différents. Je ne les ai jamais cherchées. Elles ne m'ont jamais cherché. Le silence est propre. Il est définitif. C'est la paix.
Certaines personnes demandent si je suis en colère. Je ne le suis pas. La colère prend une énergie que j'ai décidé de dépenser à vivre à la place. Certains demandent si je pardonne. Le pardon n'est pas à moi de donner. C'est à elles de le gagner et elles n'ont jamais essayé. J'ai simplement fini. Ce que je porte, c'est une gratitude si profonde qu'elle me prend encore au dépourvu. Gratitude pour l'homme qui a dormi dans un fauteuil en vinyle pendant 18 nuits. Pour le commissaire retraité qui n'a jamais manqué un seul rendez-vous de thérapie. Pour le grand-père qui a transformé sa maison en foyer et son cœur en refuge. La famille, ce n'est pas les gens qui partagent votre sang. La famille, c'est la personne qui reste quand votre sang refroidit sur une table d'opération. La famille, c'est celui qui signe les papiers, tient votre main et ne vous fait jamais sentir comme un fardeau. Si vous regardez ceci et que vous avez peur, que vous n'avez pas cette personne, regardez mieux. Ils sont là dehors. Parfois, c'est le grand-parent dont vous ne pensiez pas avoir besoin. Parfois, c'est l'ami, le professeur, le voisin qui refuse de partir. Et quand vous les trouvez, tenez bon. Parce que la vraie famille ne n'est pas toute faite. Elle se choisit chaque jour. Surtout les jours où vous choisir leur coûte tout. C'est la seule vérité que je connaisse avec certitude.